Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer cette conversation avec nos invités aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Catherine Bodmer. Je suis la directrice générale du regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. Et puis, je ne sais pas qui a sifflé, mais merci. Et puis, je voulais donc vous souhaiter la bienvenue à cet événement qu'on a fait en collaboration avec la GAC, donc l'Association des galeries en art contemporain. C'est une première fois qu'on réfléchit, qu'on avait envie de réfléchir ensemble à notre milieu d'art contemporain, d'art actuel aussi, comme on entend souvent, ou on l'utilise souvent aussi. Et puis, de notamment le comprendre un petit peu comme un écosystème. L'idée de l'écosystème qui parle de liens multiples, qui parle de liens interdépendants pour les artistes et tous les acteurs, en fait, qui le constituent. Alors, on trouvait ça judicieux d'inviter évidemment des artistes pour en parler, pour parler de parcours. Comment les artistes à la fois navigue cet écosystème et puis aussi participe à le définir. Donc, ont aussi un rôle actif dans ce milieu. Alors, je voulais aussi remercier le comité qui a réfléchi un petit peu à cette thématique et qui a pensé à inviter les gens présents ici. Alors, c'est Geneviève du Centre Vox. Je ne sais pas où es-tu. Attends, je vais prendre ma petite feuille. Parce que ton nom de famille m'échappe. Marcille, Geneviève Marcille du Centre Vox. Il y a Jean-Michel Quirion du Centre Clark. Et puis il y a Flora Toulet du Centre Escole. Désolée, Florent Toulet du Centre Escole qui ont participé donc à cette réflexion avec Marie-Jeanne aussi, Marie-Jeanne Gagnon de la GAC. Donc, merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Et puis, j'aimerais maintenant passer la parole à Julie Bruno qui a accepté d'animer cette conversation avec nos invités. Merci. Bien, merci Catherine d'avoir pris le temps de mettre le contexte, mettre la table pour notre forum, notre table ronde d'aujourd'hui, qui s'intitule Point de rencontre, trajectoire d'artistes et écosystème artistique. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir parmi nous, parmi cette table ronde. Je m'appelle Julie Bruno, je suis travailleuse culturelle. Et puis, actuellement, j'occupe le poste de co-direction à l'Atelier Circulaire, un centre d'artistes en art imprimé qui est situé à Montréal et aux côtés de Célia Destemberg qui est dans la salle. Donc, je voulais prendre le temps, en fait, de mettre le contexte sur la notion d'écosystème artistique parce que c'est un concept qui est quand même assez chargé, qui a été beaucoup discuté au sein de la sociologie de l'art, de l'histoire de l'art. Bref, il y a un champ théorique qui est assez vaste pour définir ce qu'on entend par écosystème. Donc, je voulais un peu mettre la table pour qu'on puisse avoir une définition commune aujourd'hui. Et puis, je vais m'aider de cette petite... Donc, je vous avertis tout de suite, ce n'est pas un cours théorique que je vais faire. Je voulais simplement vous montrer, en fait, que, justement, pour appuyer cette idée que l'écosystème artistique, c'est une notion qui a été beaucoup réfléchie. Il y a toutes sortes de cartographies qui permettent de comprendre comment les différents acteurs au sein de l'écosystème artistique travaillent ensemble, de concert, dans des relations qui sont vraiment dynamiques, des relations qui sont de tension, de soutien, de complémentarité, mais aussi de compétition. Donc, c'est ça, en fait, quand on parle de l'écosystème des arts visuels, on pourrait dire, en fait, que c'est un milieu vivant qui est mouvant, qui est composé donc d'acteurs, de lieux, d'institutions. Parmi les différents acteurs, on retrouve évidemment les musées, les centres d'artistes, les galeries privées, les galeries publiques,
les foires, les systèmes de subventions, les bourses, les différentes institutions aussi de formation, les écoles, les cégeps, les universités, etc. On retrouve les collectionneurs, les collectionneuses, les mécènes, les festivals, les critiques d'art, les commissaires, les résidences et les ateliers d'artistes. Donc, tous ces acteurs, ces différents lieux, puis les relations qui tissent ces acteurs ensemble forment en fait notre écosystème, celui dans lequel on est et qu'on navigue. Donc, comme disait Catherine, en fait, un écosystème, ça évoque tout un réseau d'interdépendance. C'est un milieu dans lequel se succèdent différentes strates de temporalité, des différentes ressources, des récits, des personnes. Et puis, au cœur de ce tissu complexe d'interconnexion, on retrouve les trajectoires des artistes. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, justement, de comprendre comment les artistes évoluent dans cet écosystème, comment les artistes y entrent, y naviguent et y trouvent leur place à leur manière, et puis surtout comment les centres d'artistes et les galeries privées vont contribuer chacun à leur façon à faire évoluer les trajectoires des artistes. Et puis, on pourrait penser donc que les galeries privées et puis les centres d'artistes, ce sont des milieux qui sont en fait très séparés, qui vivent même dans une certaine opposition. Mais quand on s'y intéresse, en fait, on comprend que il y a beaucoup de complémentarité et puis beaucoup d'enrichissement mutuel. Et surtout, en fait, quand on regarde les artistes et leur trajectoire, on comprend que ils traversent ces différents milieux, soit de manière synchronique, donc en même temps, ou à différentes étapes de leur carrière. Et c'est donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre comment ces lieux marquent une trajectoire, comment les artistes négocient avec les codes, les attentes, les soutiens propres à chacun de ces milieux. Quels sont les moments où l'un et l'autre de ces milieux devient porteur et au contraire limitant? Et comment, ensemble, ils permettent d'élargir les possibles? Alors, comme le rappelait un sociologue de l'art qu'on apprécie beaucoup sa littérature foisonnante, qui est Guy Bellavance, l'art contemporain repose sur des récits et des dispositifs, autant d'éléments qui permettent de donner du sens, de la valeur et de la légitimité aux pratiques des artistes, à leurs œuvres dans l'espace public. Ces dispositifs ne sont pas figés, ils se recomposent, se transforment et s'adaptent. Et dans ce contexte, des espaces de dialogue comme celui qu'on a aujourd'hui, celui qu'on ouvre en ce moment, ça permet de mieux comprendre comment ces parcours se construisent, comment s'articulent les solidarités et les tensions, et comment se trament les récits autour de l'art. Donc, avec nos artistes invités, on va parler de toutes sortes de choses. On va parler de formation, de production, de visibilité, de recherche, de valeurs, de choix stratégiques, de communauté et de rayonnement. On va s'interroger au final au point de rencontre entre les centres d'artistes et les galeries privées et sur ce que ces croisements nous disent de notre écosystème artistique. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les trois artistes qui ont généreusement accepté aujourd'hui de faire partie de notre panel. Et je vais commencer par Karen Trask. Karen, c'est une artiste multidisciplinaire qui est basée à Montréal et qui a une trajectoire de plus de 4 décennies de pratique artistique. Son parcours l'a amené à présenter son travail et à réaliser des résidences autant au niveau local qu'à l'international, dans des galeries publiques, dans des centres d'artistes, des institutions muséales et des festivals, entre autres à Oboro, à la Fondation Phi, à la Maison des Arts de Laval, à la Biennale internationale du lin de Port-Neuf et au Komagome Contemporary Art Space à Tokyo. Elle a un engagement étendu dans le milieu des centres d'artistes et elle est notamment membre du Centre Clark depuis 1995. Elle a, depuis 2020, cofondé un espace qui s'appelle
produit rien avec son partenaire et son complice, l'artiste Paul Litterland. Sa démarche s'est développée dans une série de recherches qui explorent le thème de l'absence, du néant, du temps, du langage et de la mémoire. Sa pratique cherche à dévoiler le processus temporel qui sous-tend la création, soulignant l'importance du geste lent et répétitif. Et ses œuvres proposent des formes hybrides d'installation, de sculpture, de vidéo et de performance. Donc, je vous demande d'accueillir Karen. Merci beaucoup, Julie, de la belle présentation. J'ai plus rien à dire. Merci tout le monde d'être là. Merci aussi à la RCAQ de l'invitation et la GAC, pareillement, et Florence et Ludovic. Bon, par où commencer? Bien, évidemment, la première question que j'avais envie de te poser, Karen, c'était de savoir si tu pouvais nous parler, en fait, de ton parcours. Puis, on a des images aussi pour permettre d'un peu situer l'étendue de ta démarche, puis des multiples expériences que tu as eues dans l'écosystème, pas uniquement au Québec, mais aussi à l'extérieur. OK. Bien, peut-être je vais te laisser faire avancer les œuvres. Puis, oui. Comme Julie a expliqué, j'ai un pratique en art assez ou un peu éclectique. Donc, je me suis dit peut-être la meilleure façon de l'expliquer, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Donc, ça a commencé par terminer une œuvre en vidéo. Je joue au piano depuis très longtemps. Puis j'essaie de maîtriser une œuvre de Bach. Donc, si vous connaissez un peu la musique de Bach, c'est très complexe. Puis c'est une œuvre à invention à deux voix. Donc, j'ai réussi à enregistrer le son. J'ai joué sur deux pianos différents. Les deux pianos étaient mal accordés. Donc, ça allait bien avec ma façon de jouer. Donc, ça, c'est le bande sonore pour la vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec les œuvres, mais vous allez voir à travers ma pratique. Bon, ça allait sur une séquence de vidéo, c'est une image d'un harmonium, un vieux harmonium qui ne fonctionnait plus, qui n'en avait même plus de... Je ne sais pas comment on le dit en français, de bande ou en tout cas, il ne pouvait pas faire du son, le harmonium. Donc, voilà la vidéo que je viens de terminer. Et cette semaine, je suis en train de préparer une œuvre pour une exposition qui va être en mois de janvier à la Maison des Arts de Laval, dans le foyer. C'est une grande représentation d'un arbre que je fais en papier filé. Donc, c'est une technique japonaise que j'expérimente depuis plusieurs années. Je transforme les feuilles de papier en fils. Donc, avec ces fils, je vais faire une grande arbre. Donc, j'ai aussi une série de céramiques que je suis en train de réaliser. Je ramasse la terre sauvage, la terre qu'on trouve, la glaise qu'on trouve au bord des rivières, les lacs. Et je suis en train de faire une série de figurines, des personnages en terre, des personnages qui nagent, des personnages qui dorment. Donc ça, c'est un projet continu depuis 2 ans, puis ça va continuer pendant longtemps. Puis à part ça, je viens de réaliser cette semaine un projet avec 2 membres de Clark. On fait les modifications sur les règlements pour les membres de Clark. Puis c'est un projet qu'on travaille depuis 1 an, puis on vient de placer ça. Donc, je suis très fière de ça. Puis,
Puis l'autre projet, c'est hier, on a eu un vernissage à Produit Rien. C'est Ghislaine Charret qui présente une exposition de photos. Donc, cette semaine, j'ai préparé la galerie avec Paul, puis hier, on a eu le vernissage. Donc, vous voyez un peu la vérité de ce que je fais, ce que j'essaie de réaliser. J'ai commencé ma pratique vraiment en estampe. En finissant mes études en Ontario comme jeune artiste, j'ai décidé de déménager à Québec. Donc, j'ai passé 15 ans à Québec. Puis, j'ai appris à faire la lithographie. Je me suis vraiment concentrée très longtemps à l'atelier de réalisation graphique. Dans le temps, ça s'appelait ARG. Maintenant, c'est Engram. Puis, j'ai expérimenté la litho, puis tranquillement, je me suis avancée dans la sculpture. Puis j'ai utilisé le papier. Quand on fait l'estampe, il y a souvent des retailles, des éditions perdues. Il y a beaucoup de beaux papiers. Donc, moi, je cherchais une façon d'explorer, d'expérimenter la sculpture. Et avec le moulage, j'ai réussi à faire une sculpture et intégrer l'estampe aussi, la litho avec la sculpture. Puis, de fil en aiguille, mais j'ai toujours aimé l'écriture. Quand j'étais étudiante, je ne savais pas si j'allais faire l'écriture ou les arts visuels. Donc, j'ai beaucoup expérimenté avec la poésie et les livres d'artistes. Et ça m'a amené à faire les installations textuelles dans l'espace. Puis, finalement, je suis venue à Montréal continuer mes études. Puis, j'ai continué à explorer l'écriture, l'installation de l'écriture dans l'espace même. J'ai fait le moulage des petites lettres, puis je les ai placées dans les espaces pour que la lumière et l'espace influencent l'œuvre même. Puis une fois dans la maîtrise, j'ai commencé à explorer la vidéo. Donc c'est vraiment dans ce temps-là que j'ai commencé à faire la vidéo. Et j'ai continué à présenter mes œuvres dans d'autres galeries, puis c'est ici avec Dardar et avec La Centrale, j'ai pu expérimenter la performance comme quelque chose qui fait partie d'un processus, qui fait partie d'une exposition, et aussi le son. Donc, il y avait une œuvre, on voyait tout à l'heure, c'était une recherche avec le son. Et c'était une relecture du livre Ulysse de James Joyce que j'ai fait transmis sur bande sonore en quart de pouce, des bandes sonores en quart de pouce. Puis, je me suis posé la question, comment on peut sentir la voix dans nos mains? Donc, cette œuvre, c'était une réponse à cette question-là. J'ai réussi à faire modifier un magnétophone, puis mettre le son qui passait à travers mes mains dans la galerie. Donc, je pense que ça fait un petit survol de ce que je fais. C'est assez pour là. Merci. Bien, merci, Karen, d'avoir de briser la glace, puis aussi un peu de nous permettre de comprendre ta trajectoire d'artiste, parce qu'on va revenir succédemment à une prochaine question sur vos expériences aussi dans les centres d'artistes et les galeries, mais j'aimerais continuer en présentant Florence. Donc, Florence Viault, tu es une artiste multidisciplinaire. Tu te qualifies d'imagière.
Et actuellement, tu fais ta maîtrise à l'Université Concordia en sculpture. Tu t'intéresses à la fabrication d'images, qu'elles soient sculptées, imprimées, dessinées ou peintes, et tu explores les frontières entre les matières tangibles et les technologies communicatives. Ton travail a été présenté dans des expositions collectives dans différents contextes tels que Arch, Paramètre 21 à la Place des Arts, Projet Casa, le Centre Clark et le Livard. Tu as participé à plusieurs encans et expositions bénéfices, notamment pour la revue S, pour Circa, pour le Centre Clark, pour Plein Sud et pour les Printemps du MAC. Tu as remporté le prix Albert Dumouchel pour la relève en art imprimé en 2021 et tes œuvres font partie de plusieurs collections publiques comme celle de la Ville de Longueuil et du musée Pointe-à-Calière. Ton travail, Florence, se concentre sur les thèmes de la nature, de la mémoire et du langage, ainsi que sur les outils et les technologies anciens et actuels qui peuvent être utilisés pour les préserver. Tes recherches, justement, portent sur les différents phénomènes célestes et lumineux qui sont observables à l'œil ou à la lentille, en lien avec l'astronomie ancienne et l'exploration spatiale d'aujourd'hui. Donc, Florence, bonjour. Allô, bonjour. C'est un beau topo. C'est comme... c'est drôle d'en témoigner, mais de la bouche de quelqu'un d'autre, on dirait que j'en ai quand même fait un bout en peu d'années, mais je dois dire, comme Karen, c'est assez intéressant de parler de ce qu'on fait à travers une semaine, combien qu'il peut y avoir de choses aussi, de différents chapeaux qu'on peut porter. Donc, oui, moi, c'est drôle parce que tu as commencé par comment je peux me nommer, oui, artiste visuel, mais comme j'ai trouvé que le terme imagière, c'est vraiment quelque chose qui pouvait comme bien me représenter, puis qui était assez libre et pas vraiment réducteur à comme une discipline en particulier. C'est un thème qui vient plus du Moyen Âge et c'est vraiment un métier où c'était des personnes qui étaient des créateurs d'images qui pouvaient être gravées, vendues, peintes. Puis avec le temps, c'est vraiment comme j'ai réalisé que l'image, c'était vraiment la source première de tous mes projets, qu'elle soit comme numérique, visuelle. Il y a toujours ce point d'ancrage-là qui devient comme réfléchi, comment ça peut être présenté, dans quel matériau, dans quel espace. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça, en fait, je pourrais parler chronologiquement un peu avec les images. Ça, c'est un projet de synthèse que j'ai terminé au baccalauréat à l'UQAM. Puis, c'est un peu la pierre angulaire de toute ma pratique, comment ça s'est développé par la suite, parce que j'ai eu un parcours en peinture et en art imprimé, majoritairement pendant le baccalauréat. Je n'ai pas touché à la sculpture. Puis finalement, mon dernier projet a pris la forme vraiment sculpturale en reprenant les codes et l'échelle de la pierre de Rosette, qui est comme un monument historique qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. J'ai comme essayé de transposer ça avec des images distorsionnées, des glitches que j'ai eus dans mes propres images personnelles. C'était des images de voyage, de nature. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, finalement, l'espèce de facture très digitale, mais en même temps très organique qu'on pouvait retrouver dans mes fichiers qui étaient corrompus pour toujours. Donc, c'est ça, c'était comme de parler de la traduction, du langage, comment qu'on pouvait comprendre beaucoup mieux une civilisation à travers ces traces-là qui sont gravées en même la pierre. Donc, ce projet-là, dans le fond, ça m'a comme vraiment poussé à continuer vers la sculpture puis de travailler l'image dans une tridimensionnalité. Donc, qu'elle soit imprimée, peinte, elle va toujours venir se fixer dans un support qui est comme tridimensionnel. Fait qu'on peut peut-être changer. OK, ça, c'est un peu plus récent, finalement. J'ai fait ça dernièrement. Mais c'est toujours dans une recherche qui est très basée sur ce qui m'inspire aussi dans le monde qui est archéologique, comment qu'on peut retrouver des artefacts dans différents états, dans différents matériaux qui vont avoir traversé le temps ou non,
Puis celui-ci, c'est basé sur des plaques de cire, des tablettes de cire, où on pouvait apprendre à écrire. Donc, c'était vraiment un livre où on pouvait venir graver la surface de cire pour apprendre à écrire, faire des calculs. Puis ensuite, on pouvait réchauffer la surface et ça pouvait être recommencé à nouveau. Donc, c'est un peu comme le principe d'un iPad aujourd'hui où c'est un écran qu'on se sert, mais qui peut être renouvelé, effacé, qui est comme très polyvalent. Donc, je suis venue immortaliser, je pourrais dire, ou préserver des images en monotype. Donc, un procédé d'impression qui est comme unique, finalement. Donc, celle-là aussi, c'est dans la même série des tablettes de cire. Installation maintenant, on voit un peu moins les détails, mais dans chacune des pièces, c'est vraiment une exploration matérielle qui est différente. Il va y avoir de l'argile, du styromousse, l'espèce d'écran qu'on voit en jaune, c'est un rideau de soudure, donc qui vient protéger des éclats, de la lumière aussi. C'est une espèce de filtre, finalement. Fait que de jouer avec les filtres aussi qu'on va avoir dans les caméras. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens à faire avec ça dans la production de l'image. Puis de jouer aussi avec des phénomènes lumineux, des couleurs aussi qui sont très digitalisées aussi, très peu conventionnels à des espaces d'exposition où ça peut être plus blanc. Donc, c'est ça. Cette série-là, pour faire un peu un lien avec ce qui m'intéresse en ce moment, ce qui peut se passer dans le ciel, dans l'espace du ciel, mais dans l'espace de l'espace aussi, je trouve que c'est un lieu de projection, d'idées, d'espoir, de questionnement, existentiel. Puis, je trouve qu'il y a vraiment comme un langage qu'on peut utiliser beaucoup avec l'échelle des points, donc le pixel, les points, les étoiles. Pour moi, c'est un langage qui fait plusieurs ponts dans différentes technologies, qu'elles soient anciennes ou plus actuelles aujourd'hui. Donc, de venir inscrire ces points-là, ces images-là dans des matières qui évoquent une certaine immuabilité, ça m'intéresse beaucoup. Donc, de reproduire des effets de pierre, par exemple, avec du papier. Papier qui est une surface d'inscription aussi aujourd'hui. Donc, c'est ça, faire des ponts comme ça avec différents matériaux. Super, merci Florence. Il y a d'autres images après, mais je pense que Oui, ça on va venir continuer avec avec les expériences dans les centres d'artistes, mais je vais continuer avec toi, Ludovic. Donc, Ludovic, tu travailles à Lévis. Ton œuvre s'inscrit à la fois dans les circuits de diffusion en galerie, dans les galeries privées, dans les centres d'artistes et dans l'espace public. Donc, tu façonnes des œuvres monumentales qui marquent les lieux et les mémoires. Tu as signé d'importantes intégrations artistiques d'art public pour des institutions telles que le Musée des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation et l'Hôtel de ville de Québec. Ton travail a aussi été présenté au Musée d'art de Joliette, au Musée McCord, à la Manif d'art de Québec, à la Biennale d'art contemporain autochtone et plus récemment, tu as fait ta première exposition muséale solo au Musée Huron-Wendat. Tu es représenté en galerie par Pierre-François Ouellette, Art contemporain. Tu as reçu plusieurs prix et bourses et tu fus nominé dans la liste préliminaire du prix Sobeys pour les arts. Ta démarche explore une esthétique qui est post-minimaliste, où le vide, les lignes, les tensions matérielles et les sons se rencontrent pour créer des sculptures qui sont à la fois puissantes et énigmatiques. Tu crées des formes qui interpellent le public à travers une réflexion sur l'intégration sensible au lieu, la recherche d'équilibre et la précarité, et l'expérience multisensorielle. Ta pratique témoigne de ton appartenance à ta culture autochtone en abordant une esthétique qui est résolument contemporaine. Et par le fait même, tu crées des espaces qui abordent la conciliation, la résonance et la rencontre. Donc, merci d'être avec nous, Ludovic, aujourd'hui.
Et j'ai envie de te poser la même question que pour Florence et pour Karen, c'est-à-dire de nous parler un peu plus de ton parcours, comme je viens de le faire, mais de ta perspective. OK. C'est assez fort. Ouais. Moi, j'ai un parcours qui est plutôt atypique. J'ai commencé par l'art public au lieu de commencer par les expositions puis les centres d'artistes. Ce qui m'a amené à réfléchir des sculptures qui étaient très monumentales puis qui devaient durer dans le temps surtout. Puis de réfléchir beaucoup les matériaux puis que ça puisse parler à différents types de personnes dans la société. Puis suite à ça, j'ai fait mes preuves en art public, puis les centres d'artistes, puis les galeries ont voulu de moi. Donc j'ai fait plusieurs passages dans des centres d'artistes. Ce que je trouvais intéressant avec le centre d'artistes puis la galerie, c'est que c'est des lieux qui sont hautement reconnus par le milieu. Il y a une espèce de pression sociale de réussir quand tu exposes là-bas. Puis en même temps, tu n'as pas beaucoup de budget. Puis c'est ça. Ça faisait un clash avec ce que j'étais habitué de faire. Puis aussi, ça peut ne pas être permanent, ce qui est quand même intéressant aussi. Donc, en étant appelé à exposer dans des centres d'artistes, ça m'a fait réfléchir sur l'éphémère. Je voulais aussi pas, vu que ma démarche était orientée vers les sensations que les gens aient, puis le parcours que tu fais autour d'une œuvre publique, je voulais essayer de remettre ça aussi en galerie. Donc, j'ai été plus pas en galerie, en centre d'artistes. Je suis allé plus en installation, en parcours immersif, remplir tout l'objet étant le lieu. Puis, c'est ça. Ce que j'aime bien faire aussi en art public, c'est utiliser tout l'espace qui nous est donné avec le budget. J'essayais de faire la même chose en galerie, en centre d'artistes. Puis, après, j'ai été appelé par des galeries. Puis, les galeries, c'est un autre univers aussi. Où il faut que tu apprennes à faire des objets qui t'appartiendront plus, mais qu'il faut pas qu'ils énervent les gens qui les possèdent. Puis ça, c'est quand même un gros enjeu aussi. C'est comme... Pour moi, ça a été très difficile de réfléchir à ça. Puis aussi de réduire l'échelle de beaucoup. Parce que quand tu fais des sculptures d'art public, tu fais aussi des maquettes. Puis de se dissocier de la maquette pour faire des objets, c'était quelque chose de compliqué pour moi. Puis là, présentement, on voit des photos. J'aime beaucoup aussi me promener dans la nature, puis vivre le territoire. Ça, c'est une découverte que j'ai faite à la pêche avec mes enfants. Au réservoir Manicouagan, à Manic 5, du barrage Daniel Johnson, qui ont inondé les terres au lieu de récolter la forêt avant, puis qu'elle est encore debout sous l'eau. Ça m'amène à parler du matériel, puisque en ayant commencé en art public, j'ai été pas mal... je viens d'une école de métier d'art, en sculpture. Donc la matérialité, la fabrication, c'était très important. Puis d'utiliser le matériau qui s'adapte le mieux à chaque expression que je veux faire. Donc j'essaye de ne pas me limiter à une matière. C'est pas mal ça. Ça, c'est une collaboration avec Caroline Monet qui a été élaborée dans une résidence à Oboro. On avait 7 jours. C'est court. C'est très bref. Ben, merci Ludovic déjà de nous permettre, mais merci à vous tous, là, vous trois, de nous permettre d'entrer dans la matière. Puis, parlant d'entrer dans la matière, j'aimerais ça que vous reveniez un peu sur
justement votre démarche artistique, puis que vous nous parliez un peu plus de quelles ont été vos expériences dans les centres d'artistes, dans les galeries privées, un peu comme ce que Ludovic, tu as fait, puis comment ça l'a influencé, en fait, votre pratique? Qu'est-ce que ça l'a permis, non seulement à votre pratique, mais aussi à votre trajectoire d'artiste, d'évoluer, en fait, dans notre écosystème? Donc, Karen, je te redonnerai la parole en premier. Bon, ma vie d'artiste a vraiment commencé dans un centre d'artistes où j'étais membre le groupe d'artistes à Québec. C'était ARG ou Engramme maintenant, ça s'appelle Engramme. Donc, c'est tout un milieu, genre coopératif, où tous les artistes travaillent sur place. Donc, moi, je dois beaucoup à ce centre-là. Moi, je suis arrivée à Québec, je ne parlais pas le français, je connaissais personne, j'avais un seul ami. Puis, tranquillement, j'ai appris plein de choses là. J'ai appris comment être artiste, comment faire des demandes de bourse, comment faire de l'estampe. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance à tous les artistes qui m'ont côtoyé dans ce centre-là. Puis, là, je suis membre de Clark, puis j'ai exposé à Clark à 2 reprises. Donc, moi, j'ai très peu d'expérience avec les galeries commerciales. J'étais 3 ans avec la galerie Sylviane Poirier, Art contemporain, mais malheureusement, elle est décédée en 2009, je crois, 2008. Puis, j'ai pas pu continuer avec une autre galerie. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Je travaille beaucoup avec le papier. Donc, c'est une matière qui est à la fois très robuste, mais c'est fragile et éphémère. Donc, chaque centre, chaque espace m'inspire comment je vais aborder l'œuvre. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus de ça, mais peut-être tu as des questions. Oui, en fait, j'aurais aimé ça aussi que tu nous parles un peu de Produrien, de ce nouvel espace que tu as cofondé, puis qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à créer ce lieu-là, puis qu'est-ce que ça amène aussi comme... vu que c'est un espace qui est parallèle, qui n'est pas un centre d'artistes, qui n'est pas non plus une galerie privée, qu'est-ce que ça nous apporte comme réflexion sur notre écosystème aussi? Mais ça, c'est une très belle aventure. Mon conjoint, Paul, et moi, on faisait plusieurs fois qu'on s'est fait évincer de nos ateliers. Je ne sais pas combien d'ateliers que j'ai eu dans ma vie d'artiste, mais beaucoup. Donc, Paul s'est entêté, il s'est dit, on va trouver un bâtiment, on va l'acheter. Puis, il y a plein de circonstances qui nous ont permis de faire ça. On a acheté un petit bâtiment dans le Petite Italie, sur la rue Marconi. C'était une ancienne fabrique de tofu. Donc, ça nous a pris une bonne année à préparer le lieu, à nettoyer, puis à mettre ça en ordre. Puis, finalement, on avait 3 espaces. Puis un atelier pour Paul, un atelier pour moi. Donc, le 3e espace, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pensait toujours que ce serait un autre artiste qui le prendrait, mais on s'est vitement rendu compte que nos dépenses étaient vraiment trop. On ne pouvait pas continuer de la même façon. Donc, on a décidé de nommer ça un espace projet. Puis, c'est un espace locatif. Puis, depuis 5 ans, on a plus de 60 d'artistes qui sont venus présenter leur œuvre chez nous. Donc, Paul et moi, on soutient l'artiste, on est présent, on les aide. C'est vraiment fantastique. J'ai rencontré plein de monde. Puis, c'est juste dommage que ce soit locatif, mais on ne peut pas fonctionner autrement pour le moment. Donc. Très beau projet. Oui. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose justement au sujet de comment tu vois que Produrien, ça se place dans toutes les autres dynamiques avec les autres espaces à Montréal?
Les Bien, standardistes, évidemment, il y en a un besoin. Je trouve que on bouche vraiment deux trous importants. C'est des artistes plus âgés comme moi qui ont déjà fait le tour de tout, là, et puis il ne reste plus rien. Donc, ils ont quand même des œuvres qu'ils veulent présenter, donc ils viennent chez nous. Puis aussi les jeunes artistes, les finissants, ils font leur maîtrise, ils ont besoin d'un lieu. Puis aussi, les organismes comme Suoni del Populo, on va présenter la musique, le son bientôt. On a des artistes qui travaillent avec le son et même la musique et la poésie. Donc, on essaie d'être vraiment interdisciplinaire. Donc, voilà. merci. Puis parlant de faire de la place et offrir des opportunités à des artistes émergents, Florence, j'ai envie de te passer la balle et te demander, en fait, de tes expériences multiples que tu as eues jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a été ton regard sur... quel est ton regard sur tes expériences dans les centres d'artistes, puis dans le milieu des galeries privées, publiques? Oui, ben comme je disais, je suis en ce moment à la maîtrise, donc j'ai porté aussi le chapeau de travailleuse culturelle. C'était mon moyen de gagner un revenu alimentaire, mais tout en restant dans mon écosystème du mieux que je pouvais. Et ça a commencé par m'impliquer dans des centres d'artistes comme Artprime, où j'ai appliqué au prix Albert Dumouchel à l'exposition Première Impression. Donc, c'est la première fois que je pouvais présenter mon travail dans un cadre public, dans un centre d'artistes. Et juste de continuer à participer puis à m'intéresser à ce type d'endroit pour exposer aussi, parce qu'il y a vraiment des communautés qui sont tissées très serrées autour de chaque centre. Et donc, ça m'a amené ensuite de ça à travailler chez Artprime à l'accueil pour aider aussi lors des montages, des expositions, rencontrer des artistes plus établis. Donc, c'était vraiment une façon pour moi là, d'en apprendre. J'étais comme une éponge, de voir aussi l'envers de la médaille, le côté plus administratif derrière ça, tout ce que ça comprend, des assemblées générales, des choses comme ça. Puis, Artprime fait partie du bâtiment Belgo sur Sainte-Catherine, où il y a énormément de galeries privées, des centres d'artistes. Et après mon contrat avec Artprime, j'ai poursuivi dans une galerie privée chez Hugues Charbonneau. Je travaillais donc comme technicienne là-bas, puis j'ai resté là peut-être 3 ans. Donc, c'est ça. Je suis pas représentée. Moi, j'ai vraiment été comme employée dans une galerie. Donc, ça a été un autre type aussi de relation, puis d'essayer de comprendre aussi ce marché-là, comment ça peut fonctionner. Puis c'est intéressant de voir aussi les choses qui sont différentes par rapport à ces deux communautés-là, les choses qui se ressemblent aussi beaucoup. De ce que j'ai tiré, en tout cas, comme conclusion, on se fait beaucoup parler de réseautage quand on est des artistes émergents, puis qu'on veut essayer de se faire connaître, c'est ça, d'avoir de faire du réseautage. Puis c'est un terme, je pense, qui m'intimidait quand même beaucoup. Puis j'ai essayé de désamorcer ça en me disant que c'est de la participation, tout simplement. Puis que, comme dans les sports, il y a des prix de participation. Puis c'est autant gratifiant. Je pense que comme d'être là puis de se dire, bon, ben aujourd'hui, je vais participer, je vais juste être présente. Il va se passer des choses imprévisibles, des rencontres. Puis comme ça, on dirait que ça désamorce le fait que je dois rencontrer des personnes importantes, puis vendre ma salade. Tu sais, ça se fait pas comme... Je trouve que c'est ça. En se disant qu'on participe, c'est comme on est une équipe, puis on donne du sien beaucoup aussi. Donc ça a été vraiment plus mon parcours, je dirais, comme travailleuse culturelle. Maintenant, je me suis un peu détachée de ça vu que je me concentre pour la fin de ma maîtrise. Et ça m'a permis de réfléchir aussi à des lieux d'exposition où j'aimerais présenter mon travail plus tard. Donc, c'est ça, il y a des belles choses qui s'en viennent par la suite. Mais je dirais que c'est ça pour mon parcours. En tout cas,
mon expérience dans ces deux pôles-là qui sont... ouais. Donc, tu disais que c'est ça, tu as toute une expérience comme travailleuse culturelle, puis les centres d'artistes, ça a été comme une première expérience à l'extérieur du contexte, on va dire, académique. Ouais. Puis, quand même, tu as été dans d'autres espaces qui étaient, par exemple, l'IVAR, Projet Casa. Donc, pour toi, tu sais, comme, qu'est-ce que tu as remarqué comme similitude ou différence ou que ce soit dans les dynamiques avec le personnel sur place ou même dans les façons d'exposer? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire, de vivre ces expériences dans ces différents modèles, on va dire? Il faut dire que quand j'ai participé à des expositions dans d'autres lieux plus alternatifs comme Projet Casa, le Livor aussi, c'est des expositions collectives, commissariées. Donc, ça aussi, c'est arrivé un peu de façon hasardeuse, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de débrouillardise aussi dans ces lieux-là. On veut bien faire les choses, on veut bien les présenter. Tout le monde a son expertise aussi. Moi, j'en ai aussi comme technicienne. Donc, c'est ça, de partager aussi toutes ces connaissances-là, puis de rendre l'art visible. Puis d'avoir des lieux alternatifs aussi comme Produrien que j'ai souvent entendu parler, que j'ai déjà aussi côtoyé. Donc, c'est encourageant ces types de lieux-là parce que ça peut être très difficile et hermétique d'essayer d'accéder à des centres d'artistes. On est énormément à postuler. C'est un gros bassin pour peu de positions. Donc, c'est un travail à recommencer beaucoup, d'appliquer. Donc, oui. Bien, merci. En fait, ça me fait penser aussi, dans une autre conférence qui a été donnée l'année dernière, il y avait Hugues Charbonneau qui disait que suite à la sortie des universités, il y avait seulement 5 des personnes qui vont acquérir des diplômes en arts visuels qui vont pouvoir vraiment développer leur carrière professionnelle. Donc, on comprend que dans l'écosystème aussi, d'avoir une diversité de lieux pour vivre des expériences, c'est ce qui permet de façonner aussi les possibles d'une carrière, puis du développement aussi d'une carrière sur la durée. Ouais. Et puis, de ton côté, Ludovic, toi, on a vu, c'est ça, que tu as d'abord un parcours en art public, en métier d'art, puis que tu as vécu différentes expériences en centre d'artistes et que tu as été représenté en galerie privée. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de vivre ces expériences dans ces différents modèles, même si tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure? Ben, ça permet, comme j'ai dit tantôt, c'est beaucoup une question d'adaptation faut essayer de rester fidèle à ce qu'on veut faire. Jamais jamais. Faut essayer de... Je sais plus c'est quoi le mot que je voulais dire. Mais il faut rester fidèle à soi-même, puis de pas... de faire ce qu'on veut faire, puis de vivre avec les conséquences. Mais de présenter du travail qui se tient dans chaque sphère, puis qui a un lien, tout ça ensemble, ça, c'est quand même un bon défi, puisque ça s'adresse pas aux mêmes personnes, ça s'adresse pas si ça s'adresse aux mêmes personnes, c'est pas au même moment dans leur vie, et qu'ils vont être face à des œuvres souvent différentes, dans des contextes différents. Comme l'art public, t'es dehors, il peut faire froid, il pleut, t'es pressé. Puis là, tu passes, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais t'es pas prédisposé à vivre une expérience artistique. Puis quand tu vas en centre d'artistes, c'est souvent lors des vernissages, que c'est plus pour parler, puis il y en a qui y retournent après. J'entends. Mais là, c'est plus, tu peux mettre beaucoup de contexte, là, puis d'expérience, puis les gens, ils viennent pour vivre une... Puis en galerie, c'est destiné à appartenir à des gens, à des collections. C'est encore une autre approche. Puis il faut rester dans la même ligne. C'est quand même...
c'est très différent comme milieu, puis ils sont tous très intéressants. Puis ils t'amènent tout ailleurs dans ta démarche, dans ta façon de voir les choses, puis dans la façon que les gens voient ton travail aussi. Puis j'aime beaucoup chaque expérience. J'ai pas eu de... À part en galerie privée, là, dans mes débuts, une galerie qui s'appelait l'Espace contemporain. Parce que ça, c'était pas une très bonne expérience. Mais en centre d'artistes, on est souvent très bien accueillis. Les gens, ils sont contents qu'on participe à... Parce que, tu sais, eux, ils ont une réputation, nous, on participe à ça. Puis, s'ils ont une année que tous les artistes, ils font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, tu sais, ou à la hauteur des attentes, ben, ça fait une année qu'ils drop. Puis, ça, en tout cas, on est comme responsables l'un envers l'autre de la qualité de ce qu'on présente partout. Puis, il faut rester. Ça, je pense que c'est important. Puis Une juste, responsabilité sociale envers ça. Aussi, vu que ton expérience est dans la région de Québec, est-ce que tu vois des différences, par exemple, dans le milieu de l'art à Québec, en périphérie, comparativement, par exemple, à Montréal ou dans d'autres régions? Je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi les contrastes. J'ai exposé dans des centres d'artistes en Gaspésie, partout au Québec, puis dans l'Ouest canadien aussi. Puis le plus dur, c'est de rentrer à Montréal quand tu viens pas de Montréal. C'est pareil dans les 1%, puis les galeries un peu moins. Fait que c'est un milieu qui est plus difficile à percer. Ben, le bassin, il est énorme à Montréal. Fait que réussir à te faire une place parmi toutes les places réservées, c'est pas mal compliqué. Mais on y arrive. Avec persévérance. Est-ce que vous vouliez réagir entre vous sur certaines interventions? Il me vient d'une idée, c'est que être artiste, on le sait tous, c'est un métier très isolant. On travaille beaucoup seul. Puis ça aide à voir une galerie ou quelqu'un qui peut nous soutenir, puis qui peut nous guider, avec qui on peut parler. Puis les centres d'artistes, parfois, ça peut agir de façon ponctuelle, comme ça. On a nos collègues autour de nous. Mais je trouve ce qui manque vraiment pour les artistes, comme moi, qui est toute seule, c'est un agent ou quelqu'un ou un système quelconque qui peut nous aider. Dans les galeries commerciales, les gens ont un lien direct avec les musées ou avec les autres institutions que moi, je n'ai pas comme un individu. Donc, je trouve que c'est ça qui me manque. Un intermédiaire. Un intermédiaire, oui. Ouais. On n'est pas toujours bien articulé ou bien disponible même. On veut être dans nos ateliers. Ça, c'est où on brille le plus. Donc, il faudrait... Tout artiste qui réussit, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière eux qui aide. Donc, voilà. Voilà la situation. Est-ce que de votre côté, Florence ou Ludovic, vous avez justement des observations sur l'écosystème de manière plus générale, des manques dans notre milieu ou des dynamiques que vous avez observées entre centres d'artistes, galeries privées? Moi, je pourrais dire... je pense que je suis déjà assez témoin qu'il va y avoir beaucoup d'encouragement pour la relève, donc tout ce qui est par rapport aux artistes émergents. Je pense à Arch, qui est comme vraiment là pour aider à faire, à présenter des nouveaux talents, des nouveaux artistes, à les pousser dans leur carrière, pas juste ponctuellement dans leur
exposition, mais même les années qui suivent, il y a toujours des opportunités. Ils vont travailler pour les artistes de ce bassin-là, par exemple. Je pense que je peux déjà le percevoir que quand que tu passes de artiste émergent à artiste mi-carrière ou plus établi, que par la suite, il peut y avoir une espèce de creux d'invisibilité pour certains artistes qui ont vraiment réussi, puis que justement, il y a comme peut-être moins d'opportunités d'encouragement par rapport à les différentes générations. Pour ma part, en étant artiste émergente, il y a eu énormément de comment je pourrais dire ça? Oui, puis des nouvelles opportunités qui ont été mises en place où je pense à, par exemple, je n'ai pas mentionné tantôt, mais le Bureau d'art public de Montréal a mis sur pied un projet d'appel d'invitation des artistes émergents qui n'ont aucune expérience en art public à soumettre un projet. Donc, ça, c'est pour le complexe aquatique de Rosemont. J'ai été invitée à participer avec mon partenaire Laurent Lebelleroux, qui fait sa maîtrise à l'étranger en ce moment. Puis, on a réussi à obtenir ce contrat-là de projet d'art public. Donc, c'est intéressant de voir qu'on avait une porte d'accès à un milieu qui est comme vraiment difficile d'y accéder. Puis, en étant dans un bassin d'artistes qui n'ont aucune expérience ou un peu, mais sans avoir vraiment réalisé de projet en art public, c'était vraiment moins intimidant. Puis, on est vraiment bien épaulé à travers ça. Donc, ça permet que l'art public, pour moi, maintenant, c'est vraiment comme une possibilité de poursuivre ma carrière en tant qu'artiste visuel. Fait que ça, je me compte vraiment chanceuse pour ça. Puis, je remercie énormément la Ville de Montréal de nous faire confiance, finalement. Mais de développer des initiatives, justement, dans d'autres secteurs pour venir développer des nouvelles générations d'artistes, puis de favoriser ce pont-là avec des communautés qui ont peu accès à ce type d'opportunités. Fait que c'est vrai que c'est quand même majeur d'avoir accès à ça. Oui. Je pense aussi que ça pourrait être vraiment intéressant de réfléchir à créer des ponts entre la relève émergente et des artistes qui sont plus établis, des espèces de systèmes où il y a des projets de collaboration aussi, parce qu'il y a toujours de l'échange qui se fait à travers ça, du mentorat aussi. Ouais. Ça, je pense que ça pourrait être une belle avenue à développer ici, peut-être qui manque. Puis de ton côté, Ludovic? Mon travail en art public m'a amené à travailler pour d'autres artistes en art public. Je travaille avec beaucoup d'artistes, puis souvent des artistes bien établis, qui vieillissants. Puis c'est vraiment un problème. En fin de carrière, tu es abandonné. Les gens, ils te voient plus. Il y a Pierre-François qui travaille à exposer des gens que ça fait longtemps qu'on a vus, où il fait des collaborations avec d'autres artistes aussi. À Québec, on a un programme aussi de mentorat pour l'art public. Puis ça, c'est avec Première Ovation. Mais il y a aussi... que je voulais dire? Je sais plus. Les artistes vieillissants, ils sont moins visibles. Puis ton expérience de travail... Oui, je le vois avec ces artistes-là. Ils sont de moins en moins appelés. Genre de bruit. Puis quand ils ont ils commencent à avoir aussi des problèmes à exprimer leurs trucs, puis on sent qu'ils sont mis de côté. Puis, c'est ça, la relève. Les artistes émergents, là, il y a toujours eu ce problème-là, que jusqu'à quel âge tu as le droit d'être émergent. Puis il y en a qui peuvent débarquer à 40 ans en or, puis ils n'ont aucune ressource. Ça a toujours été une question, un problème. Puis aussi, si on renverse ça, à quel âge tu peux recommencer à avoir de l'aide quand tu n'es plus dans le top de ta carrière? Ben, c'est un super bon point de rappeler, en fait, que les trajectoires d'artistes, c'est vraiment des expériences qui sont multiples, puis on a peut-être une vision un peu plus normative où on s'imagine qu'une trajectoire d'artiste, tu termines l'université puis tu évolues.
Mais en fait, ce qu'on voit dans notre milieu, c'est que vraiment, les artistes ont des parcours qui sont chacun propres à leur personne, des parcours qu'on pourrait qualifier d'atypiques, qui suivent des lignes du temps qui sont diversifiées. Donc, c'est important de se le rappeler aussi que quand on parle de trajectoire d'artistes, c'est vraiment une pluralité, en fait, d'expériences et de vécus. Puis, c'est ce qui me permet, en fait, de me tourner vers vous, le public. Il nous reste quelques minutes, donc j'aimerais ça ouvrir à la salle si vous aviez des questions pour nos invités, des interventions pour stimuler la conversation. Ce serait l'occasion de vous prononcer, puis sentez-vous vraiment à l'aise de prendre la parole, comme je l'ai fait. Oui, bonjour. Okay. Oui, bonjour. Il y a beaucoup de, mettons, prendre les régions et les villes, ils ont comme leur programme. Et souvent, c'est dire soutenir l'art d'ici. Mais quand on dit l'art d'ici, c'est souvent restreint à la ville ou bien à la région immédiate. Pour les artistes qui voyagent et qui d'une région à une autre, puis que tous les programmes sont en fait mis juste pour la région et la ville, c'est limitant. Comment est-ce que vous pensez à ça? Comme, mettons, Première Ovation, c'est pour supporter ceux à Québec. Si tu es juste un peu en dehors, au centre du Québec, et que tu as beau prendre un char pour prendre 1 heure de route pour aller là, tu n'es pas compté. Tu peux pas accéder à ce contrat-là. Et il y a ça comme... Mais... Puis pourtant, c'est comme le monde de l'art est interconnecté. Donc, je me demandais comment est-ce que vous gérez ça, ces types d'enjeux, et comment les négociez-vous? C'est quoi les limites des critères, finalement, d'être des fois de devoir négocier avec toutes sortes de critères pour soutenir sa pratique et ses projets? Donc, autant de critères territoriaux que des fois d'autres types de critères aussi qui viennent interférer dans le lancement d'un projet pour obtenir du financement? Bien, je pense qu'il faut commencer avec ce que toi tu veux faire. Puis si ce que tu veux faire ne correspond pas à ces paramètres-là, j'y vais pas. Donc, je sais pas. Ben, c'est des programmes qui sont financés par les endroits où ils naissent. C'est un peu normal qu'ils soient comme clôturés pour l'extérieur, mais il faudrait qu'il y ait comme une espèce d'organisme qui prend tous ces programmes-là, puis qui les finance, puis qui distribue ça à toute grandeur du Québec, mais je pense que c'est un peu utopique. Mais par mon parcours en art public, toutes les... Tu reçois un cahier de charge, tu dois répondre à plein de contraintes. Je crois que c'est un peu la même chose. Il faut que tu t'en serves pour trouver ton chemin là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public? Ça peut être aussi une intervention, une piste de réflexion. Oui, il y avait un commentaire plutôt de Florence, je pense, que les centres d'artistes avaient toute leur communauté. Puis je me demande dans votre cheminement si vous trouvez que vous retrouvez toujours les mêmes gens ou s'il y a une perméabilité entre les centres. Parce que, bon, même comme un artiste autochtone, on peut penser que, bon, le centre Daphné, c'est pour les centres autochtones. L'atelier circulaire, c'est pour ceux qui font de la gravure. Mais est-ce que vous voyez vraiment un échange ou est-ce qu'on se retrouve toujours dans les mêmes petits groupes qui ont les mêmes intérêts communs? Puis est-ce que finalement, ces centres-là se compétitionnent entre eux pour attirer l'attention? Les vernissages sont souvent les mêmes soirs. Donc, on se retrouve à revoir le même monde. Oui, bien, ça, c'est c'est un bon point, le fait je pense, d'avoir les vernissages en même temps. Ça peut avoir des points positifs puis des points négatifs, surtout si c'est dans un groupe, je veux dire, un établissement comme le Belgo ou de Gaspé, où des fois, il faut faire des choix. Mais souvent, je pense que quand c'est coordonné pour une même date, ça peut être plus facile, justement, de côtoyer plus de personnes, différentes communautés qui se regroupent sous un même toit aussi. Puis, je sens pas nécessairement que c'est toujours les mêmes personnes parce que
il y a beaucoup d'artistes qui graduent aussi, il y a beaucoup de relèves, donc il y a toujours une espèce de mouvement de curiosité aussi. Puis moi, ça m'a vraiment marqué en étant étudiante d'avoir des visites de personnes qui représentent des centres d'artistes pour venir parler de ces milieux-là, comme quoi qu'il faut s'impliquer aussi. Moi, ça m'a vraiment comme ouvert cette porte-là à m'intéresser à ce milieu-là. Puis, c'est ça. Fait que donc, quand tu étais dans ton programme universitaire, on t'a présenté en fait un peu les différentes possibilités dans l'écosystème en rencontrant des personnes qui travaillaient dans ces organisations-là? Oui. Puis est-ce que tu as vécu la même chose avec des galeries privées? Est-ce qu'ils viennent aussi? Non. Non. Cette approche-là que j'ai eue avec les galeries privées, ça, c'est arrivé avec Arch, où Arch, dans le fond, va présenter des formations. En fait, c'est vraiment pour se professionnaliser, puis c'est tout ce qui est par rapport aux facettes d'une carrière qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, justement le réseautage, les galeries, comment bien présenter un dossier visuel, par exemple, ou des choses comme ça. Puis là, on va avoir des discussions avec des galéristes qui vont s'impliquer, puis qui vont présenter à la relève, justement, leur mission. Je voulais aussi peut-être rebondir sur ce que tu avais dit, Karen, par rapport aux galéristes. Comme que il y a comme l'espèce de désir de vouloir peut-être vendre son travail, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui est un collaborateur puis qui veut vraiment comme t'accompagner dans ton évolution, peu importe la trajectoire que tu prends. C'est un travail qui est à long terme, qui peut t'encourager à prendre des risques aussi. Souvent, on va avoir cette conscience-là qu'on doit faire des œuvres pour des collections qui doivent être vendues, mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir un peu à du travail qui est plus installatif aussi. On peut se sentir plus facilement libre dans un centre d'artistes parce qu'on peut explorer, on est encouragé à explorer beaucoup. Puis dans une galerie, ça prend un nouveau format soudainement. Mais c'est ça, je pense qu'il faut trouver la personne, établir une relation avec une personne qui va vraiment t'encourager dans tous tes choix. Donc, on a rebondi un peu sur toutes sortes de choses, mais... Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus, Karen ou Ludovic? Ben, je suis d'accord. C'est tout. Mais oui, les centres, ça peut fermer, ça peut ressembler à des espèces de clubs privés où ça prend une carte pour rentrer, mais il faut juste ouvrir la porte. Mais les gens, ils roulent quand même. J'ai arrêté d'aller aux expos pendant un bout de temps à Québec parce que j'étais occupé. Puis quand je suis retourné, je reconnaissais plus beaucoup de gens. Fait que ça change. Combien de temps? En 2 ans. Ah, OK. Wow. OK. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour notre... Ah, il y a une question? Une intervention? Ben oui, c'est le temps. C'est l'opportunité. Je pense que ça serait vraiment mieux avec le micro. C'est pour YouTube. Ben, bonjour. Merci à vous tous pour ce super panel. C'était vraiment intéressant. Ludovic, vous avez mentionné comme quoi la scène artistique à Montréal était beaucoup plus difficile à percer. Karen, vous avez mentionné comme quoi vous êtes fait évincer de votre local d'artiste à maintes reprises. On le sait tous, la carrière d'artiste est très, très difficile. J'étais curieux de savoir, question pour vous trois, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être corrigé au Québec pour pouvoir aider les artistes, aider l'ensemble de la culture à leur donner le vent dans le dos puis plus d'énergie justement dans les moments plus difficiles? Ben, nous, à Québec, là, il y avait un maire à l'époque qui avait offert des ateliers aux artistes. Il nous finançait, il nous donnait la mise de fonds pour aller à la banque, puis on pouvait acheter un atelier. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ça s'appelait le Bloc 5. On était 5, on a eu 5 000 piastres chaque. Ça nous a donné 25 000 de cash, puis après, on avait un congé de taxes. Puis le fait d'avoir été 5 ensemble, en sortant de l'école, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Faut se regrouper en groupe, puis des choses comme le financement d'ateliers, puis
combien ils ont construit un édifice qu'ils ont rénové, mais les ateliers ils coûtent 10 piastres du pied carré. Personne qui peut se payer ça. Donc ça, c'est du vent. Ça. Donc, il faut vraiment offrir des ateliers de groupe, puis avec des faut pas rester tout seul. Oui, il faut un consentement du gouvernement qui est vraiment focusé comment aider et pas juste dépanner. On se fait dépanner tout le temps. C'est pas assez. Si on veut une communauté d'artistes forts et les ateliers forts, il faut vraiment nous soutenir à long terme. Je pense que c'est la seule solution. Ou avoir des mécènes, puis j'en vois pas plein. Ou un revenu minimum aussi, un salaire. Oui, c'est ça. Mais je pense aussi comme tout ce qui est par rapport aux questions de logement, atelier d'artistes, la crise du logement en ce moment fait qu'avoir un atelier, c'est illusoire là, quasiment. Donc, d'être capable de se regrouper, oui, puis d'avoir des opportunités d'être en communauté dans un bâtiment, à se partager des ressources aussi. L'atelier Belleville, c'est un bel exemple dans Annecy. Donc, il va y avoir des lieux d'exposition, il va y avoir des ateliers de bois, de métal, des ateliers personnels aussi, une salle locative pour des événements. Donc, ce genre d'écosystème-là qui est dans un nouveau bâtiment, je pense qu'il devrait en pousser plusieurs à Montréal et en région. Est-ce que ça répond à la question? Peut-être une dernière intervention, oui? Non, c'est simplement que la discussion amène un petit peu à pousser cet aspect-là parce que ça me fait penser que toutes les institutions confondues, donc centres d'artistes, les galeries, je suis impliquée dans une galerie universitaire, je mettrais ça là-dedans également, d'autres types de lieux d'exposition, les résidences d'artistes. J'ai l'impression que des fois, tout le monde, dans notre volonté, dans notre mission, notre mandat, on cherche à soutenir les artistes, mais finalement, paradoxalement, on nourrit aussi ce que je considérais comme la tyrannie de la visibilité, la tyrannie de l'attention. C'est-à-dire qu'on aurait une espèce de machine où on dirait que vous existez seulement quand vous êtes visible. Puis il y avait un peu ça qui était évoqué dans le paradoxe. Karen disait comment les moments où vous brillez le plus, c'est quand vous êtes dans le studio parce que vous êtes en relation directe avec votre pratique. Mais dans ces moments-là, c'est comme si vous n'existiez pas ou vous cessiez d'exister. Je pense qu'il y a tout le temps une espèce de tension. Je le sens beaucoup chez les artistes plus jeunes qui... j'ai dit ça, mais je pense qu'à tout moment de la carrière, il y a la grande difficulté de jongler, trouver l'équilibre entre se concentrer sur sa pratique, y donner le temps, lui faire la place, la laisser fleurir et réseauter, être présent. Et puis, on est témoin d'artistes qui dilapident leur énergie, qui se dissipent, en fait, qui sont partout en même temps. Puis on voit des burn-out extrêmement à toutes les étapes, en fait. Et donc, je m'interroge un peu sur notre rôle, puis justement la réflexion de comment mieux soutenir les artistes. Puis je pense qu'on excelle dans l'idée de vous octroyer, vous ouvrir des plages de visibilité, d'attention, justement, vous donner votre moment wow, mais tout ça, c'est très fugace, c'est ponctuel. Donc, je suis curieuse de votre perspective. Je pense que la responsabilité ne retombe pas exclusivement aux artistes de répondre à la question que je poserais, mais de votre perspective à vous, dans vos souliers, comment est-ce que vous verriez, c'est ça, c'est les diverses institutions avec lesquelles vous interagissez, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait mieux, en fait, vous soutenir, mais sur un plan structurel plutôt que simplement ponctuel, en fait? C'est une excellente question. Ouais. Il y a toutes les... C'est moins possible avec une galerie ou d'autres choses, mais comme Daphné, en arrière, ils offrent tu peux aller comme louer, travailler à moindre coût pour une petite période. Là. Il y a beaucoup de centres d'artistes qui ont des ateliers à faible coût aussi, qu'on peut aller travailler comme à Clark ou à l'œil de poisson ou en gramme vue. Les autres circulaires. Mais je pense que des lieux comme ça, c'est important. Puis ça permet à la fois de travailler dans un endroit qui est pas très cher, d'avoir des conseils, puis de réseauter. Moi, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est une conversation qu'il faut qu'on commence.
puis il faut aller vers les artistes. On est là, on est disponible, on peut nous contacter. Je dirais aussi qu'en tant qu'artiste qui voit toutes ces ouvertures-là, ces portes-là qui s'ouvrent, des appels de dossiers, il y a beaucoup de travail invisible quand on veut appliquer à tout et juste pour essayer d'attraper quelque chose. Je pense que pour éviter d'avoir une certaine fatigue professionnelle en commençant, c'est vraiment de sélectionner vraiment les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous parlent, qui communiquent vraiment bien avec notre travail, avec l'espace qu'on veut travailler. Commencer à faire des choix comme ça, puis de se concentrer, je pense, c'est peut-être c'est ça, de centraliser ses efforts. Peut-être que c'est plus fructueux que d'essayer vraiment tout en même temps. Ça fait que c'est des périodes, c'est des saisons, c'est infini. On voit plus le bout. Quand on a beaucoup de refus, ça peut devenir vraiment toxique. Puis aussi, je pense que de peut-être pas juste attendre qu'on reçoive des acceptations, mais de créer des initiatives par nous-mêmes en tant qu'artistes, en se regroupant, en louant des salles, en faisant des événements, peut-être même juste des open studios par nous-mêmes. Ouais, je pense que déjà là, ça serait comme un bon début. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que c'est vraiment une réflexion sur la durée, en fait, par rapport à notre milieu, notre écosystème. Puis je crois aussi que récemment, avec les grandes mobilisations qui se sont faites pour la culture, que ce soit le Front commun pour les arts ou la GMAQ, que ça nous a beaucoup interpellés comme société aussi sur la place qu'on accorde à la culture puis le traitement qu'on offre à nos artistes, les artistes qui vivent et qui travaillent sur le territoire. Donc, je pense que c'est ça, c'est une réflexion qui va être importante de mener aussi collectivement sur le soutien, effectivement, que nos institutions, nos organismes offrent aux artistes pour permettre un meilleur soutien qui est adapté aussi à vos réalités. Oui, je pense que c'est vraiment important de reconnaître ce que toutes les institutions et surtout les centres d'artistes donnent à la communauté et aux artistes. C'est vraiment c'est assez spécial ce qui se passe au Québec puis au Canada. Puis qu'on voit toutes les troupes dans le monde, on est vraiment chanceux. Il faut le reconnaître. Il faut l'apprécier et le reconnaître. Merci. Merci, Karen. Donc, c'est ce qui clôt notre discussion aujourd'hui. J'espère que vous allez sortir de cette conversation avec des pistes de réflexion sur la complémentarité, la complexité aussi de l'écosystème artistique dans lequel on est, puis d'avoir eu l'occasion d'entendre des expériences diverses aussi de parcours d'artistes. Je pense que ça va nécessairement nous aider à réfléchir sur c'est ça, la réalité de notre milieu. Puis j'en profite pour évidemment remercier nos artistes et panélistes qui ont été sur la table ronde, ainsi que Plural aussi qui a permis à cette discussion au travers de ce partenariat qui s'est créé entre la GAC et le RCAQ. Donc merci pour l'organisation, c'est fort apprécié. Merci Julie. Merci Julie.